La lettre est arrivée de Vienne et évidemment, on l'a tout de suite transmise au doge et à ses principaux conseillers. C'est une demande, c'est une supplique qui parvient en juin 1574. Attention, la date n'est pas du tout neutre. Juin 1574, c'est-à-dire qu'on est immédiatement dans la foulée de la grande victoire de la Sainte Ligue, de la grande victoire navale de Lépante, où les Vénitiens se sont tout particulièrement illustrés. Et d'une certaine manière, on doit pouvoir considérer que la République de Venise connaît à ce moment-là ses heures les plus extraordinaires, les plus coruscantes, les plus brillantes. Elle est au sommet de sa gloire. Vous savez, toutes les civilisations, toutes les cultures, toutes les puissances de la Terre commencent par naître, se développent, atteignent leur apogée et puis finissent par décliner, péricliter. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Venise. Et bien là, nous sommes au sommet. Nous sommes à l'apogée. Et la lettre de Vienne est signée d'un fuyard, figurez-vous, un fugitif. Quelqu'un qui s'est enfui à toutes jambes de Pologne et qui a été poursuivi par des cavaliers polonais. L'homme en question n'est autre que le roi de Pologne, roi élu par la Diète de Varsovie. Vous savez que en Pologne, nous sommes dans une monarchie élective. Ce roi de Pologne s'est sauvé. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'Henri de Valois et que depuis une quinzaine de jours, la mort de son frère Charles IX fait de lui le roi de France. Et entre la couronne de Pologne, qu'il avait acceptée un peu par dépit, disons les choses, et la couronne de France, à laquelle il se savait depuis toujours destiné, il n'a évidemment pas du tout hésité. Alors, pendant 150 de nos kilomètres, il a été poursuivi, je vous le disais, par 200 cavaliers de la Diète polonaise, et puis finalement, il a réussi à leur échapper. Il s'est installé en Autriche, et il se dit que pour regagner la France maintenant, le meilleur moyen, c'est encore de passer par la puissance locale intermédiaire, c'est-à-dire par la puissance de Venise. Et donc, il demande aux Vénitiens de l'accueillir. Le Sénat hésite un instant, disons les choses. Est-ce qu'on doit accueillir ce roi fugitif de Pologne ? Mais en même temps, c'est le nouveau roi de France, vous imaginez ? C'est le grand voisin, c'est la puissance immense de la France qui est là, juste au nord. On ne peut pas faire autrement. On va donc l'accueillir, et on va l'accueillir dignement. On va organiser pour lui des fêtes et des banquets et des solennités à n'en plus finir, j'allais dire quasiment jusqu'à le dégoûter. La visite officielle de celui qu'on peut désormais appeler le roi Henri III de France commence le 18 juillet. Pour tout vous dire, ça fait déjà 8 jours que le roi est en territoire vénitien. Seulement, il s'est arrêté près de Trévise, à Castello. Il y a une crue de la Piave qui l'a immobilisé d'une certaine manière. Et c'est seulement le 17 juillet qu'il a fini par atteindre l'île de Murano. Et c'est là que sont venus le chercher les 60 hallebardiers envoyés par le doge. Ils sont rutilants, magnifiques dans leurs habits de soie orange. Ils vont escorter maintenant le roi Henri III jusqu'au palais des doges. Franck Ferrand sur Radio Classique. Entrée somptueuse de cet hôte de marque aux côtés du doge sur le Bucentaure. Vous savez, le célèbre Bucentaure qui est le navire amiral de la flotte vénitienne. Il avance au milieu d'une véritable flottille, toute rame dehors. Il y a là, tenez-vous bien, 14 énormes galères, 200 brigantines armées en guerre et une myriade de gondoles, d'embarcations privées, tout ça ayant revêtu ses plus beaux atours, la soie, le velours, l'or, les bannières, allégresse des trompettes qui sonnent à la volée. Évidemment, pour Henri III, c'est une entrée fracassante à laquelle il ne s'attendait même pas. Alors, il est prévu qu'il réside au palais Foscari, qui est au coude du Grand Canal, mais le cortège s'est entre-temps arrêté au Lido, et sur l'île du Lido, on a dressé carrément des pavillons pour la circonstance, avec un arc de triomphe carrément. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que ces décorations d'un jour sont signées des artistes de Venise, c'est-à-dire que Palladio, Tintoret, Véronèse ont travaillé à l'arc de triomphe, destiné simplement à souhaiter une bienvenue, à souhaiter un bon accueil au roi de France. Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Ah, si ma mère pouvait voir cela, si seulement elle pouvait être à mes côtés, dit celui qui, ancien roi de Pologne, en fuite si l'on peut dire, est devenu, vous l'avez compris, le nouveau roi de France, puisque Charles IX est mort. Vive le roi Henri III d'une certaine manière. Il est ébloui par tout ce qu'il voit, et notamment
par ce palais Foscari, décoré entièrement par Bellini, par le Titien, par Bordone, par le Tintoret, avec le parterre d'une pièce qui est signée de Véronèse et le plafond d'une autre qui ne l'est pas moins. Tout ça extraordinaire, il faut imaginer les plumets, les baldaquins, les housses d'or et d'argent rebrochées d'or, tout ça est éblouissant évidemment, surtout lorsque vous arrivez de cette cour un peu rurale, il faut bien le dire, de Pologne, et que vous vous dirigez vers la cour de France qui séjourne, vous savez, dans les beaux châteaux du Val-de-Loire, mais qui est très loin de ces splendeurs extravagantes. Ce sont des splendeurs extravagantes. Alors ça y est, les solennités vont commencer. J'allais dire que la fête commence. Et à Venise, la fête, c'est d'abord la régate. C'est assez pratique ça pour le doge, la régate, puisque ce sont des festivités qui sont payées par les différents sestieri, c'est-à-dire que finalement, ça ne coûte rien à la République. Chacun arrive avec ses gondoles, avec ses bannières et ses oriflammes. La foule est là, qui a mis ses plus beaux atours sur les berges. Et il faut imaginer que pour la circonstance, on a décidé que les grandes régates auraient lieu de nuit. C'est-à-dire qu'on a littéralement illuminé le grand canal. Imaginez toutes les lanternes, les photophores, les lampions qui sont là partout sur les balcons, éclairés à giorno, comme on dit à Venise, éclairés comme en plein jour. Et il y a une grotte flottante, je n'invente rien, qui vient s'installer, s'amarrer juste en face du balcon d'Henri III, sur le palais Foscari. Et il y a là-dessus des jeunes gens et des jeunes filles à demi nus qui représentent des Néréides et des Tritons, et le gros Neptune au centre avec son trident, c'est lui qui sera chargé de remettre les prix aux gagnants de la régate. Je cite René Guerdan. « Le signal de trompette est donné. Derrière les grosses péotes qui leur ouvrent le passage, 4 bateaux s'élancent. Le dessous des coques a été soigneusement gratté, graissé et enduit de savon pour les rendre plus glissantes, tandis que les tringles légères liant la proue à la poupe les rendent plus résistants. Car une course est toujours pleine d'embûches. D'abord, tous les coups sont permis, et puis il faut arriver à ramer au plus près, éviter les mauvais courants, prendre l'eau féconde, virer sec autour du pieu, près du pont della Croce, et tête bandée, torse nu, corps penché, chacun rame de toute la force de ses muscles au milieu des hurlements de la foule. C'est une fête tout simplement extraordinaire. Et à la fin, on remet, c'est Neptune donc qui va remettre les prix. Alors, on donne la bourse rouge pleine de pièces d'or au vainqueur, la bourse verte pleine de pièces d'argent, le bronze dans la bourse bleue. Quant au dernier, celui qui arrive le dernier, on lui remet un cochon de 2 mois. Évidemment, c'est pour se moquer de lui. Et pendant des semaines maintenant, où qu'il aille, tout le monde fera des grognements porcins. Vous imaginez comme ça doit être agréable d'arriver le dernier à cette régate. Bref, Henri III est ravi. Il est convié par la suite à un grand banquet de 3000 couverts. Il faut imaginer ce que c'est que la salle du Grand Conseil qui a été littéralement vidée de ses bancs. Et à la place de la tribune ducale, on a dressé un gigantesque baldaquin de soie pourpre, brodé de fleurs de lys dorées. Ça tombe bien. Évidemment, pour le roi de France, c'est un moment extraordinaire. C'est un artiste, Henri III. D'ailleurs, il va profiter de son séjour à Venise pour visiter un certain nombre de collections, notamment celle du cardinal Domenico Grimani. Alors, on lui montre les plus belles médailles, les plus extraordinaires monnaies de la terre. On lui montre, bien sûr, des gravures qui viennent de toutes les régions. Il y a des Dürer, des Memling, des Bosch, etc. On lui montre tout ce qu'il y a de riche et de précieux, notamment beaucoup de statues antiques. Et puis, il y a les statues mortes, si je puis dire, et les statues vivantes. Lorsque se termine la visite, le soir, après un nouveau banquet, eh bien, Henri III peut admirer les courtisanes, les fameuses, les célèbres courtisanes de Venise, qu'on a fait venir couvertes de diamants. Ça tombe bien parce qu'à côté de cela, elles ont les seins nus. Vous imaginez, c'est une sorte de passage au paradis qu'on propose au roi de France. Le jour suivant, il va prendre une leçon de démocratie, si l'on peut dire. Alors, démocratie telle qu'on peut la pratiquer à Venise, bien entendu. Le Grand Conseil, c'est le Parlement de Venise, et il va assister à une élection au Grand Conseil, Henri III. Vous savez que ce sont les familles patriciennes qui tiennent la ville à l'époque.
c'est une oligarchie d'une certaine manière, mais ce jour-là, l'Assemblée va procéder à l'élection d'un sénateur et on fait participer le roi. À un moment, on lui apporte dans un chapeau tendu la fameuse boule d'or qu'on appelle la ballotta. C'est ce qui donnera d'ailleurs en français le mot ballottage. C'est ce qui a donné en anglais le terme ballot pour désigner un bulletin de vote. On lui tend la ballotta qu'il va lui-même déposer dans l'urne en faveur, en l'occurrence, d'un certain Giacomo Contarini. Le Sénat, par ailleurs, va discuter des affaires courantes, etc. Et c'est une leçon, littéralement, que prend Henri III et qu'il essaiera, d'une manière extrêmement différente, mais qu'il essaiera d'une certaine façon d'adapter lorsqu'il sera de retour en France. Le lendemain, on lui donne un spectacle absolument insolite. On l'emmène aux extrémités de Venise, dans les petites îles de Zemele, où peintes en rouge vif se dressent les hautes murailles crénelées du fameux arsenal. Je dis le fameux arsenal parce qu'à l'époque, on n'imagine pas le prestige extraordinaire de la flotte de Venise qui s'est encore une fois rendu vainqueur de la bataille de Lépante. Il y a là de gigantesques chantiers navals, il y a là des navires de guerre comme aucune autre flotte du monde ne peut prétendre en posséder. C'est un véritable cours de géostratégie que reçoit le jeune roi de France. Franck Ferrand sur Radio Classique. Parmi toutes les festivités qui vont ponctuer l'incroyable visite d'Henri III à Venise et qui marquent d'une certaine manière l'apogée de l'histoire vénitienne, il y a une fête qui ne va pas plaire du tout au roi de France, il faut le dire, c'est le fameux spectacle du pugilat qui a lieu un tout petit peu plus loin que le Carrezonico, dans le district de Saint-Barnabé. Il y a là, vous savez, des espèces de combats de boxe un peu particuliers qui opposent deux factions rivales populaires, ai-je besoin de le dire, les Nicolotti d'un côté, les Castellani d'autre part. Alors vous allez me dire, comment est-ce que la République de Venise peut accepter ces combats qui parfois sont des combats mortels? C'est-à-dire on met les champions face à face, un peu comme nos boxeurs d'aujourd'hui, ils sont torse et pieds nus avec juste un gant, le gant à la main droite, et tous les coups sont permis, et le but c'est de se jeter au bas du pont, et comme il n'y a pas d'eau en bas, eh bien il arrive tout simplement qu'on se tue quand on tombe. Vous allez dire, mais c'est d'une violence inouïe, pourquoi? Eh bien oui, mais c'est un moyen qu'ont trouvé les oligarques de Venise pour diviser les quartiers populaires. C'est-à-dire que pendant que vous vous battez pour les Castellani ou pour les Nicolotti, eh bien, vous ne pensez pas à vous liguer contre ceux qui dirigent la ville, tout simplement. C'est du pain et des jeux. Vous savez, finalement, on peut dire que les Vénitiens n'ont rien inventé. Ils endorment gentiment la population avec ce genre de match. Et ça tourne tellement mal le jour où Henri III assiste à ce combat de poing. On appelle ça la frotte. Ça se passe tellement mal que le roi est complètement sidéré. Je cite René Guerdan. À un moment, sous l'effet de la pesée, ceux du premier rang ont jailli en l'air comme de la pâte pressée hors d'un tube. À un autre, les ailes ont cédé, précipitant à l'eau plus de 60 personnes à la fois, mais bientôt las de pousser. Les gens de l'arrière ont grimpé sur la tête de leurs camarades et, rampant dessus, sont arrivés par en haut au contact de l'ennemi qui n'a pas tardé à en faire autant. Et voici que s'est créé un second étage de combattants dans l'ardeur de la bataille. Des coups sont terribles, les victimes nombreuses. Ce jour-là, le chef des Nicolotti, qui s'appelle Lucas le pêcheur, est gravement blessé à la figure. Alors, écœuré, Henri III supplie qu'on arrête le combat. Et c'est le roi de France qui va faire arrêter ce combat, à la grande surprise des membres du Grand Conseil qui, eux, s'amusaient beaucoup. Ça n'est pas le genre de fête qui plaît à Henri III. Lui, ce qu'il préfère, c'est le banquet qu'on lui propose le dimanche suivant. Alors, je vous fais grâce d'un certain nombre de fêtes, de banquets, de concerts. Ça n'arrête pas, il n'y a que ça, des festivités. À n'en plus finir, le pauvre d'ailleurs doit avoir une indigestion et une grande fatigue. Mais là, quand même, on lui propose le dimanche suivant un banquet assez extraordinaire, puisque on a choisi 200 patriciennes qui ont été choisies uniquement sur le physique, ai-je besoin de le dire. Ce sont les plus belles femmes de Venise. Elles sont toutes en grande robe blanche immaculée, toutes couvertes de la tête aux pieds, de la tête à la gorge, devrais-je dire, de diamants, de pierreries, de gemmes extraordinaires. Henri est sidéré et il demande à ce qu'on lui laisse le temps d'aller voir une à une toutes ces belles dames. Je souhaite respirer une à une toutes ces jolies fleurs, dira-t-il. Le banquet commence et le banquet a été entièrement organisé par Sansovino en personne. Vous imaginez, avec notamment des surtouts de table, des ornements inouïs. Devant Henri III, il y a une reine qui chevauche deux tigres qui sont marqués l'un aux armes de France et l'autre aux armes de Pologne. Vous
savez, les Vénitiens sont des gens prudents, ils se disent après tout, il peut peut-être avoir des regrets, on ne sait jamais. Il est roi de Pologne, il est roi de France en ce moment, en tout cas. Et alors tout ça est doré, magnifique, les couverts sont dorés, les assiettes sont dorées, on pense que c'est de l'or, mais pas du tout. C'est de la feuille d'or qui a été posée sur du sucre, et l'ensemble est en sucre. Et au moment où Henri III prend sa serviette pour la déplier, elle se casse en 1000 morceaux. Elle aussi était en sucre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors vous savez que pendant ce fameux séjour d'Henri III, il a, alors on n'en a pas la preuve, mais on en est quasiment certain, on sait qu'il a fréquenté l'une des plus célèbres courtisanes du temps, Véronica Franco. On a beaucoup dit d'Henri III qu'il était homosexuel, on a beaucoup parlé de ses mignons, vous savez, sa cour a une réputation très particulière, mais en vérité, Henri III était efféminé, c'était la mode du temps et c'est incontestable. Il avait effectivement une amitié extraordinaire pour un certain nombre des jeunes et beaux seigneurs de sa cour, mais il n'était pas homosexuel, il l'a prouvé pendant tout le cours de son règne, et notamment pendant ce séjour à Venise, où il va passer beaucoup de temps, semble-t-il, entre les bras de Véronica Franco, qui était non seulement très belle et très experte dans les choses de l'amour, mais qui était aussi une véritable lettrée. Elle écrit des stances, elle écrit des poèmes, elle envoie des odes à ses plus prestigieux clients. Notamment, vous savez, c'est elle qui avait envoyé cette ode à Montaigne au moment où il était arrivé à Venise, en lui disant, en gros, « Cher Montaigne, je vous attends ». Et il était arrivé, lui, avec des coliques terribles, ce qui fait qu'il n'a évidemment jamais rencontré Véronica Franco. Ça se passe beaucoup mieux avec Henri III, dont elle va d'ailleurs célébrer les 1000 prouesses, cela ne s'invente pas. On peut dire qu'Henri III n'oubliera jamais l'extraordinaire séjour qu'il a effectué à Venise pendant cet été 1574. Il en gardera un souvenir ému toute sa vie. Il en parlera aux ambassadeurs quand il aura l'occasion de s'épancher un peu. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Venise non plus n'a pas oublié ce merveilleux séjour. Dans la salle des 4 portes au Palais des Doges, il y a une grande peinture qui représente justement la visite d'Henri III à Venise. Il y a aussi la célèbre fresque de Tiepolo qui se trouve aujourd'hui au musée Jacques-Marandré. Et puis, il y a tout en haut de l'escalier des géants du Palais des Doges, cette inscription monumentale qui nous dit, en quelque sorte, si vous savez lire à travers les lignes, que cette visite d'Henri III à Venise a été l'apogée de l'histoire de la cité.